J'ai analysé cette loi qui est destinée à mettre en application le TSCG. Et vous allez voir, ce n'est pas triste. Alors, d'abord, pour tous ceux qui n'ont pas fait du droit et qui ne sont pas familiarisés avec ces concepts-là, c'est quoi une loi organique? Ce n'est pas une loi ordinaire, ce n'est pas la Constitution, c'est entre les deux. Ça se définit surtout par la manière dont on l'adopte. Mais enfin, il est dit dans la Constitution de la Ve République qu'une loi organique est une loi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Donc il faut qu'elle précise une disposition qui est de la Constitution, celle que je viens de vous lire un instant, l'article 34. Donc dans la hiérarchie des normes, une loi organique, c'est juste en dessous de la Constitution et au-dessus d'une loi ordinaire. Comment on adopte une loi organique? Ce n'est pas la même chose que pour une loi ordinaire. D'abord, quand elle est déposée, et elle va être déposée le 8 octobre, si le gouvernement ne demande pas l'urgence, le Parlement a 6 semaines de réflexion avant de commencer le débat. Mais comme il va demander l'urgence, la Constitution dit le Parlement a 15 jours de délai de réflexion avant de commencer le débat. Pour tous ceux que la suite des opérations intéresse, ce calendrier n'est pas inintéressant. Parce que donc, nous aurons première semaine d'octobre, le 2, la présentation du traité, du projet de loi de ratification du traité sur le pacte budgétaire. Ça, ce ne sera pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas si vous savez, un projet de loi de ratification d'un traité, c'est une ligne. C'est une ligne. L'Assemblée nationale ratifie le traité signé le A. Point. C'est comme ça qu'en décembre 1994, l'Assemblée nationale a ratifié les accords de Marrakech, les accords signés à Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce. Et derrière cette page unique avec cette petite ligne, où il était mis bien sûr Assemblée nationale, session, date, etc., derrière ça, il y avait 24 000 pages. Là, il n'y a pas 24 000 pages. Le TSCG est relativement court par rapport au traité constitutionnel d'il y a 7 ans. Il fait 16 articles. Mais ils vont, donc la première semaine d'octobre, ils vont débattre et puis ils vont voter. Gardons de l'espoir et ne disons rien sur le résultat du vote. Là, évidemment, si le résultat du vote était négatif, c'est terminé. Mais si le résultat du vote est positif, le 8 octobre, alors M. Ayrault vient avec ça. Vient avec le projet de loi organique. Il va sans doute demander l'urgence, donc il y aura 2 semaines de délai, et puis le débat commencera. Ce qui veut dire que tout le mois d'octobre va être occupé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ce sera dans les médias, ça ne semble pas tout le temps les intéresser, encore que peut-être grâce au Vert maintenant ils vont s'y intéresser un peu plus, parce que c'est la tambouille politicienne qui va les agiter, plus que le contenu. Nous savons bien, on se rappelle 2005, ils étaet tous pour le oui. Mais pendant tout le mois d'octobre, ce sera en débat, ce qui doit quand même retenir notre attention. Bon, après, vous savez, notre système de bicaméralisme, de navette, on vote à l'Assemblée nationale, ça passe au Sénat. Si le Sénat est d'accord, c'est terminé. Si le Sénat n'est pas d'accord, ça retourne, il y a une concertation. Mais dans ce cas-là, l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit d'une loi organique, doit voter la loi organique à la majorité absolue, c'est-à-dire 50% plus 1. Et quand le Parlement a voté, normalement ça va à l'Élysée et le président promulgue en signant. Eh bien non, pour une loi organique, ça doit retourner au Conseil constitutionnel qui doit donner absolument son avis avant la promulgation. Bon, nous avons vu qui compose le Conseil constitutionnel, il n'y a pas grand-chose à espérer de ça, mais sait-on jamais, parce que j'ai quand même quelques objections. L'article 34 de la Constitution dit que les lois de programmation financière s'organisent en fonction d'une loi organique. Voici l'article 1 du projet. Qu'est-ce qu'il dit? Il reprend l'objectif d'équilibre budgétaire et il signale qu'il se réfère pour la base légale de ce projet à l'article 34 de la Constitution que je viens de vous rappeler. Et puis, il dit, deuxième chose, les lois de programmation des finances publiques. Donc, les lois qui sont faites pour généralement 3 ans. Là, on le dit, qu'elles doivent être faites pour 3 ans et que dans cette programmation, au bout des 3 ans,
il faut atteindre l'objectif fixé par le pacte budgétaire, 0,5% de déficit structurel. Et le texte de la loi reprend la définition du traité du déficit structurel, faisant comme si c'est la France qui décidait de cette définition, alors que le traité dit que ce sera la Commission. Mais enfin ça, il faut créer des illusions. Alors, l'article 2 précise ce que doivent comporter les lois de programmation financière. En fait, ce qui est exigé, et ça ce n'est pas une mauvaise chose pour la transparence et la lisibilité, c'est que tous les efforts qui sont fournis en matière de dépenses comme en matière de recettes doivent être clairement identifiés pour s'inscrire dans ce que le texte appelle la trajectoire d'effort structurel. On va vivre sous l'égide de l'effort structurel dans une trajectoire de 3 ans au moins. Ce qui est important, c'est que ces détails, ces précisions doivent être fournis par sous-secteur. Et là, et ça ne se trouve pas dans le traité, là, Bercy, Moscovici et maintenant le gouvernement vont plus loin que le traité. Parce que si vous évoquez les sous-secteurs, ça veut dire 2 choses, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Et c'est dans le texte. Alors, on a un article 3 qui est extrêmement long, dans lequel il y a des phrases extrêmement précises, cette fois, pour cibler les cotisations sociales, pour cibler le système de protection sociale, la sécurité sociale, et il y a une claire et nette volonté de montrer que c'est sur notre système de protection sociale que l'effort, ou plutôt la trajectoire d'effort structurel doit porter. De même que sont citées les collectivités territoriales. Alors, ça c'était la première partie. En fait, j'oubliais de vous dire, le projet de loi comporte 3 parties. La première partie, c'est l'application du principe, on vient de voir. La deuxième partie, c'est la création d'une nouvelle institution. Et la troisième partie, c'est le fameux mécanisme automatique de correction. La deuxième partie, c'est une nouvelle institution que le président de la République a annoncée le 7 septembre quand il a assisté à la séance d'ouverture de la Cour des comptes. C'est la création d'un Haut Conseil des finances publiques. Ce Haut Conseil, dont on déclare qu'il est indépendant, va avoir 2 missions. Valider les prévisions macroéconomiques, donc les prévisions sur lesquelles le gouvernement se base pour établir ses lois de programmation financière, mais on le verra plus loin, aussi les lois de finances de l'année et les collectifs budgétaires, les lois de correction. Et deuxièmement, donner un avis, et ça c'est important, donner un avis sur l'objectif, sur le respect de l'objectif des engagements européens. Déjà là, on voit que cet organisme met le gouvernement quasiment sous tutelle. Alors, comment est-il composé? Eh bien, il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Il est composé de 2 conseils. Un conseil des prévisions macroéconomiques. Donc ça, c'est pour les analystes, les experts, dont nous savons la pertinence et le savoir, et un conseil budgétaire. Qui sont les membres de ces 2 conseils? 4 personnes chaque fois, 2 désignés par le président de la République, 2 désignés par les présidents des assemblées. Alors, garantie d'indépendance, ils sont nommés pour 6 ans, ce n'est pas renouvelable et ils ne peuvent pas être révoqués. Alors, les 2 articles qui suivent établissent les rapports entre le gouvernement et ce Haut Conseil. Vous savez que chaque fois que le gouvernement dépose un projet, il le soumet au Conseil d'État. Eh bien, on dit ici qu'avant de soumettre au Conseil d'État
le débat budgétaire, les éléments budgétaires, le gouvernement doit soumettre au Conseil des finances publiques ses prévisions sur lesquelles il base, ses prévisions macroéconomiques sur lesquelles il base sa loi de programmation. Et il doit soumettre les éléments qui permettent de vérifier la pertinence de ces prévisions. Et il en va de même, je l'ai déjà dit, pour les lois de finances annuelles et pour les lois de correction budgétaire. Mais c'est ce que je viens de dire là. Alors, la troisième partie, c'est le mécanisme de correction automatique. Au moment où on commence le débat budgétaire, le débat sur les finances publiques, le Haut Conseil va prendre position sur l'écart entre les résultats budgétaires de l'année écoulée et l'objectif du traité, le 0,5%. La trajectoire d'efforts structurels. Et le gouvernement doit répondre en disant pourquoi cet écart et comment il entend le corriger. Alors, le projet de loi ajoute quelque chose qui ne se trouve pas dans le traité. Il dit 0,5% pour un an de déficit structurel ou 0,25, ce qui est moins que 0,50 sur 2 ans. C'est-à-dire que l'exigence, l'objectif de déficit structurel toléré est réduit si on le calcule sur 2 ans. Ça, c'est une invention de Bercy. On ne sait pas si elle survivra au Parlement, il est possible qu'elle soit amendée. Oui, article 11, c'est la description qui doit se trouver dans chaque loi de programmation financière du fonctionnement du mécanisme de correction, des délais d'application et de l'ampleur des mesures. Le projet de loi se termine par une définition des circonstances exceptionnelles qui est tout aussi floue que celle qu'on a vue dans le texte sur le MES, des faits inhabituels indépendants de la volonté du législateur et qui ont des conséquences sur les finances publiques et des périodes de grave régression économique, tout en faisant comme si ce n'était pas la Commission qui allait décider quelles sont les circonstances exceptionnelles acceptables. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir comme critique, mais j'ai envie de dire comme point positif? Si ce texte augmente la transparence, c'est bon à prendre. Mais ce n'est pas ça l'objectif, vous l'avez bien compris. L'objectif d'augmentation de transparence, c'est pour mieux identifier les secteurs dans lesquels il faudra provoquer des coupes sombres. Et là, on voudrait s'en prendre à la sécurité sociale et aux collectivités territoriales qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et je ne sais pas si le Conseil constitutionnel, quand il va regarder le texte approuvé par le Parlement, si le Parlement a laissé les collectivités territoriales, on pourrait se poser la question de savoir si ce Conseil, qui est le gardien de la Constitution, rappellera que la libre administration des collectivités territoriales, c'est dans la Constitution. Et donc, ce projet de loi organique, à moins de changer la Constitution, n'est pas conforme à la Constitution, en ce qui concerne en tout cas les collectivités territoriales. Le gros problème, c'est que le gouvernement et le Parlement, puisque après que le gouvernement ait préparé ses projets de loi de finances, ça passe au Parlement, sont désormais, comme au niveau européen, sous la tutelle d'un organisme dont les membres n'ont de compte à rendre à aucun citoyen. Même s'ils vont rendre publics leurs avis, ce ne sont pas des élus, ce sont des magistrats. Une nouvelle fois, on confie à une instance technique des pouvoirs politiques importants. Voilà.